Bienvenue sur Chaman Télé, un espace consacré aux mystères qui nous traversent et au monde invisible qui nous entoure. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent avec le vivant et prennent soin de l'énergie, du sensible et de l'âme humaine. Pour ce premier épisode, nous vous invitons à plonger au cœur des mouvements invisibles de l'énergie. C'est le chemin de Frédéric Louvet, magnétiseur et formateur en magnétisme, qui accompagne chacun à retrouver une harmonie intérieure en rééquilibrant l'énergie du corps et de l'esprit. Voici son regard, son approche et la présence tranquille qui guide son travail. Alors, je m'appelle Frédéric Louvet, je suis magnétiseur et formateur en magnétisme. J'ai découvert le magnétisme à travers mon papa, qui n'avait pas fait ça toute sa vie. On n'était pas d'une famille de magnétiseurs. Mon père avait une bonne situation dans l'industrie et il s'était formé dans les années 70 avec des gens sur Paris, des gens bien. Et il avait été passionné par ce qu'il avait entendu, il avait essayé sur un certain nombre de gens et ça marchait, et ça le passionnait. Et il s'était décidé à s'installer magnétiseur, donc il s'est lancé là-dedans. Moi j'étais une personne très branchée sur tout un tas de choses, on va dire spirituelles, beaucoup de lectures. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et le jour où mon père s'est installé magnétiseur, j'étais très sceptique, honnêtement très sceptique. Je me disais, ouais, le magnétisme, c'est cette histoire, bon, ok. Et mon père m'a expliqué des choses, il m'a fait tester, il m'a fait sentir des choses, et ça m'a convaincu. Je me suis dit, tiens, c'est curieux cette histoire, essayons. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer sur des camarades d'école, sur des amis qui avaient mal quelque part, qui avaient un problème, etc. Et ça marchait. Et je me suis, tout seul dans mon coin, je me suis persuadé avec l'expérience qu'effectivement, c'était pas bidon et que ça marchait. Et ça a duré comme ça une dizaine d'années où j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé dans l'informatique, j'étais sur Paris, j'adorais l'informatique. J'ai toujours été très matheux, scienteux, bonne note en physique et maths au lycée. Et le magnétisme, c'était tout à fait autre chose. Et je me suis rendu compte petit à petit de cette réalité. À 27 ans, ras-le-bol de la profession d'informaticien, de Paris, tout ça, j'ai quitté Paris, je suis retourné à la campagne. Mon père travaillait à fond. Il avait une clientèle énorme parce qu'il avait des très bons résultats. Et il m'a proposé d'aller l'accompagner. Donc j'ai volontiers accepté. Donc au début un petit peu comme ça, pour passer le temps, mais enfin pas avec une optique professionnelle. Et puis quand j'ai vu la réalité des résultats, sur des cas bien documentés, hein, avec des résultats médicaux qui évoluent, etc., je me suis dit oui, c'est vraiment très très efficace, très sérieux. Ça m'a décidé à franchir le cap de m'installer, et je me suis installé pour travailler avec mon papa. Voilà. Ça c'était en 1989. J'étais un petit garçon tout à fait normal, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui dépassait. J'étais, comme je disais, très branché sur la spiritualité, avec beaucoup d'interrogations intellectuelles, mais pas de ressenti particulier. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu des sensations hors de ce qui est habituel chez les gens. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le magnétisme, je sentais très peu de choses. Et ça s'est développé, de plus en plus. Ça continue à se développer aujourd'hui. Ça a été toute ma vie de plus en plus de sensations. Et on pourra en parler éventuellement, mais ça va assez loin maintenant. En tant que magnétiseur, je ne cherche pas à soigner des maladies. Et c'est pas une façon d'esquiver le problème. Bien évidemment qu'on est sur le même terrain de la santé que les médecins. Mais mon approche, c'est une approche complètement empirique, où j'approche mes mains de la personne, je ressens des choses, et j'essaie d'agir sur ces choses que je ressens, même si je n'ai absolument aucune idée de à quel organe ça correspond, est-ce que c'est en rapport avec les problèmes de la personne, etc. J'agis sur un terrain énergétique qui est différent pour chaque personne. On passe les mains, on sent des choses. Alors on va sentir par exemple à certains endroits des concentrations d'énergie excessive,
où ça chauffe trop fort sous les mains. On va sentir au contraire des endroits où il n'y a pas assez d'énergie, c'est-à-dire que c'est comme un vide, ça ne chauffe pas, il n'y a rien, ou quasiment rien. Et puis il y a même des notions de ce qu'on appelle nous de l'énergie négative, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on va sentir carrément un rayonnement froid, comme si on avait les mains au-dessus d'un pain de glace. Vraiment, ça rayonne du froid. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous de l'énergie négative. Donc on a une approche vraiment basée sur l'énergie et pas des organes, des fonctions, un interrogatoire médical, etc. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas du tout la même approche que la médecine. Un guérisseur, c'est quelqu'un souvent qui ne sait pas ce qu'il fait vraiment. C'était encore bien plus avant. Maintenant, il y a beaucoup d'études, de formations, de stages de ceci, cela, et c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que le guérissage, c'est un truc des campagnes. Dans la région de Basse-Normandie, ils appellent ça des toucheurs, parce que souvent, c'est des gens qui, d'une part, posent les mains, mais souvent aussi effectuent des petites manipulations, ils sont un peu rebouteux souvent, voire carrément rebouteux. Ces gens-là avaient une très très mauvaise connaissance de l'organisme. La plupart n'avaient aucune espèce de notion d'anatomie précise, encore moins de physiologie. Donc c'est pas du tout la même approche, vraiment. L'énergie qu'on travaille en tant que magnétiseur, c'est tout simplement, moi je vais appeler ça l'énergie de la vie. C'est-à-dire que c'est une chose que l'on ressent, qui pour l'instant n'est pas mesurable par les appareils dont on dispose en science, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir, que la plupart des gens ressentent, et qui est tout simplement l'énergie qui nous habite, c'est l'énergie de la vie. Alors on va appeler ça en Inde, on va appeler ça le prana, chez les Chinois on va appeler ça le chi, les magnétiseurs du fin XVIIIe siècle avec Mesmer, ils appelaient ça le fluide magnétique. C'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Alors c'est plus ou moins abondant, il peut y avoir des manques, c'est d'une qualité très variable parce que c'est réellement un fluide, c'est quelque chose qui circule, tu en verses en haut, ça coule dans le système, un petit peu comme ce que disent les Chinois avec les méridiens, avec l'analogie qu'ils font des méridiens avec des canaux. Ils parlent de canaux, ils parlent même d'écluses, les Chinois. C'est quelque chose qui circule. Alors ça nous arrive par le dessus de la tête pour la partie positive, c'est une convention positive, mais c'est une partie cosmique positive qui arrive par le dessus, et ça nous provient de la Terre, de la matière de la planète où on habite, par le dessous, par le bas de nos chakras, et ces deux forces opposées et complémentaires animent le système. C'est yin et yang, c'est plus et moins pour une pile électrique, etc. C'est à peu près la même idée. Alors s'il n'y a pas assez de l'un, s'il n'y a pas assez de l'autre, ça ne va pas. S'il y a trop de l'un ou trop de l'autre, ça ne va pas non plus. Il faut un bon équilibre, avec une partie basse dans nos chakras qui est plus connectée à des choses terrestres, à des choses physiques, et puis la partie haute de nos chakras qui est de plus en plus on monte, plus c'est connecté à des choses subtiles, avec tout en haut, on va parler du chakra coronal, où on a une connexion avec des choses au-dessus de nous, entre guillemets, au-dessus, c'est-à-dire en gros des personnes décédées, on va parler de médiumnité, ce qu'on appelle des guides, c'est-à-dire des présences qui sont là pour nous aider, voilà. Ce que je constate dans mes élèves, c'est que toutes les personnes qui ont une qualité d'énergie un tant soit peu correcte, et on peut revenir sur cette notion-là, sont capables de magnétiser. Alors on peut en faire une expérience très très concrète, c'est une expérience qui est assez connue maintenant, qui est de momifier un fruit. On voit plein de choses sur internet qui parlent de ça, c'est pas difficile à trouver la référence. En gros, l'expérience, c'est on prend deux oranges du même paquet, pour qu'elles soient à peu près dans le même état. Il y en a une à laquelle on fait rien, et on la laisse pourrir tranquillement, et puis l'autre, on la magnétise, c'est-à-dire qu'on met les mains au-dessus, on envoie une bonne pensée, une bonne énergie dedans, en respirant calmement, en imaginant que quand on souffle, par exemple, on envoie le souffle vers les mains, une méthode très simple, mais qui est déjà assez efficace pour amener de l'énergie vers les mains, et en faisant ça, petit à petit, l'orange se momifie. C'est-à-dire qu'elle, non seulement elle ne pourrit pas, mais elle durcit, elle sèche, elle reste parfaite, et 10 ans plus tard, elle est toujours exactement pareille, ça ne bouge plus jamais. Voilà.
Et ça, tout le monde peut tenter l'expérience. Quand on a un doute sur le fait qu'on puisse magnétiser, ben voilà, quelque chose qui est très simple, qui n'engage pas grand-chose. Et là, on ne peut pas se dire que c'est un effet placebo. Parce que l'orange, voilà quoi. Hein, bon. Donc c'est une très très bonne expérience pour se rendre compte de la réalité des choses. Hein, moi, j'aimerais bien que beaucoup plus de gens fassent cette expérience. On peut faire l'expérience avec un bout de viande, éventuellement aussi. Et c'est encore plus fou. Et on voit la viande se dessécher, se momifier sans pourrir. Alors que l'autre morceau, qui vient exactement du même truc, bah effectivement, il pourrit. Donc ça, c'est des bonnes vérifications. Tout le monde a du magnétisme, tout simplement parce que la base, c'est l'énergie de la vie, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, qui serait réservé à certains, comme il se dit dans certains enseignements. Hein. Je respecte qu'on puisse croire ça, mais c'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Quand on forme beaucoup de gens, on se rend compte que tous ces gens qui n'ont jamais rien fait dans ce domaine, qui sont des débutants complets, on leur explique correctement, la semaine d'après, ils soignent leur mari, leur femme ou leurs enfants, et ils ont des résultats bluffants. Ils sont surpris eux-mêmes. Donc ça, c'est du constat de terrain, hein, c'est pas une théorie. C'est une énergie supplémentaire, c'est certain. C'est pas notre énergie seulement, hein, comme si on avait certains, on aurait plus, ça serait un gros réservoir, donc on pourrait en verser plus. Non, c'est pas ça, parce que on constate que quand on n'est pas en forme, en tant que magnétiseur, et où on pourrait s'imaginer qu'on n'arriverait pas à faire une séance correctement, quand on fait une séance quand même, eh bien, pendant la séance, on sent vraiment quelque chose de supplémentaire qui arrive, et ce qui fait qu'à la fin de la séance, non seulement on a fait du bien à la personne, mais en plus on se sent beaucoup mieux. On se sent beaucoup mieux. Et c'est pas en ayant pris de l'énergie à la personne, ça serait sordide d'une part, mais en plus ça serait pas cohérent, parce qu'il y a des gens vraiment dans des états abominables qui passent sous tes mains, et effectivement, quand tu soignes une personne qui a une énergie déplorable comme ça, malgré tout, à la fin, bah, tu te sens beaucoup mieux. On profite, en fait, de la même énergie, je vais dire, qui vient, et je vais faire ce geste-là. Pourquoi je fais ce geste-là? Parce qu'on ressent que c'est quelque chose qui vient par le haut, par nos chakras du haut, et on va parler, nous, d'énergie cosmique, et c'est une énergie positive, pleine d'amour, pleine de lumière, qui vient bien volontiers et qui nous aide à aider. Dans ma façon de travailler, que j'ai apprise avec mon père, et je n'ai jamais trouvé la nécessité de modifier grand-chose parce que c'est une méthode qui fonctionne bien, on explore le corps énergétique de la personne en passant les mains au-dessus de la personne, à petite distance, et on sent des différences, des variations dans les sensations qu'on a dans la main. Donc il y a certaines zones qui vont être plus chaudes, moins chaudes, j'en parlais précédemment, même éventuellement des sensations de froid glacial éventuellement, par exemple sur le bas du corps, sur le bas des jambes des personnes très âgées, ça arrive régulièrement qu'on sente un froid glacial. C'est ces indications-là qui nous font agir de telle ou telle façon. Alors, il n'y a pas énormément de variations dans ce qu'on fait. Il y a d'une part l'imposition des mains pour envoyer de l'énergie positive à certains endroits, et puis il y a, quand il y a du froid, c'est de l'énergie dite négative, on essaie d'enlever cette énergie négative, particulièrement par des méthodes dites de transfert. C'est-à-dire que dans ce que j'ai appris et que je pratique et que j'enseigne, on utilise des supports de transfert, un petit peu comme des éponges, c'est un petit peu la notion d'éponge. On va présenter ça sur la zone où il y a de l'énergie négative, en exprimant la demande de transfert, en disant quelque chose du style « je demande que le transfert se fasse », et effectivement, l'énergie négative quitte la personne, passe dans le support de transfert, et on a effectué comme ça un nettoyage. C'est essentiel. Beaucoup de gens chargés d'énergie négative ne trouvent pas de solution à leurs problèmes de santé, essentiellement à cause de cette énergie négative. Il y a, à notre époque, de plus en plus de personnes chargées d'énergie négative, en liaison principalement avec la montée de ce qu'on appelle pensée négative. Et c'est déterminant pour la qualité de l'énergie des gens. C'est peut-être la question qui m'est posée le plus souvent par mes élèves, c'est comment se protéger. Et pourquoi est-ce qu'ils posent la question?
la plupart du temps, c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils ont déjà ressenti, en faisant ça plus ou moins dans des tests qu'ils ont fait à droite à gauche, ils ont ressenti qu'après avoir fait une séance, ils se sentaient pas bien, ou qu'éventuellement, ils avaient carrément fait une espèce de copier-coller de symptômes, où ils se retrouvent avec pratiquement les mêmes symptômes, voire carrément les mêmes symptômes que la personne. Donc ça, c'est la notion de transfert. Le transfert, il va se faire essentiellement, premièrement, quand on fait une séance trop longue. Alors qu'est-ce que ça veut dire trop longue? Ça veut dire qu'on s'est obligé à prolonger la séance. Donc on ne savait plus trop quoi faire, machin, mais on a eu l'impression que c'était pas assez long, que la personne ne va pas être satisfaite ou qu'on fait pas assez bien. Du coup, on prolonge. Et donc finalement, on fait quasiment semblant sur la fin de la séance, et on n'est plus dans la même concentration. Ça, c'est très mauvais. Là, on va faire beaucoup de transferts. Un autre cas de figure, c'est quand on va au-delà de la notion d'empathie, de ressentir ce que l'autre ressent, et où on va dans la pitié. C'est-à-dire que non seulement on ressent, mais la pitié, c'est finalement se dire c'est pas juste que cette personne souffre. Par exemple, sur un enfant, c'est beaucoup plus facile d'avoir pitié, parce qu'on n'a pas envie de voir des enfants souffrir. Et à partir du moment où on part dans la pitié, on est finalement dans une notion presque de sacrifice. C'est-à-dire que le sous-entendu, c'est « je préférerais encore que ça soit moi que lui ». Bah, accordé. on va faire une espèce de transfert, hein, j'en parlais précédemment avec des supports de transfert. Là, on va faire un transfert sur soi-même. Et ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on peut le plus aider les gens. Puis en plus, si on fait ça un peu trop souvent, on peut vraiment se nuire gravement. Hein. Donc faut pas faire ça. Maintenant, ressentir des petites choses liées à l'autre après une séance, c'est complètement normal, faut pas en avoir peur, ça ne dure pas longtemps, ça dure peut-être un petit quart d'heure, quelque chose comme ça, et il faut bien évidemment, pour éviter ça, il faut bien décider à la fin d'une séance de débrancher. Il faut que ça soit très clair. J'ai fait ce que je pouvais, je l'ai fait avec cœur, je l'ai fait avec application, mais là c'est fini, j'arrête, je débranche, hein, et je reviens à mon système, et j'essaie de rétablir une bonne sensation dans mon système. Donc il n'y a pas de sacrifice. Je ne suis pas pour le sacrifice. Il y a certaines doctrines, certains enseignements qui disent qu'il faut se sacrifier pour les autres. Mais écoutez, je pense que si on veut aider beaucoup de gens, eh ben, il ne faut pas se sacrifier trop tôt. Il faut durer. Et si on veut durer, il faut assurer un bon équilibre personnel, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se nuire, ça ne sert à rien. Au contraire, il faut essayer petit à petit de développer une énergie personnelle, non pas forte, le but n'est pas d'être fort, mais d'être costaud pour pouvoir résister de plus en plus, de mieux en mieux, à des énergies très perturbées, ce qui permet de traiter ces gens-là correctement sans être déglingué après. Pendant la séance, il faut aller relativement loin dans la fusion avec l'autre personne. Mais ça s'apprend, c'est quelque chose qui vient naturellement. Plus on multiplie les séances, plus ça se fait facilement. C'est pire que ça, c'est que quand on fait ça depuis longtemps, même sans parler de séance, simplement des gens qu'on va croiser dans un supermarché ou dans la rue, eh bien on ressent énormément de choses. Quand je dis énormément, c'est énormément. C'est même impressionnant. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça dépend de choix personnels. Hein. Moi, je sais que ça m'a permis de me rendre compte de plus en plus de la réalité de tout ça. C'est-à-dire que c'est plus des sensations qui sont limitées à un cadre d'exercice professionnel, etc. Mais c'est ma vie, c'est ma vie. C'est-à-dire que je ressens énormément ce qui me vient des autres, mais ça ne m'a pas affaibli, bien au contraire, parce que de plus en plus, je suis conscient de ce qui vient des autres, et de ce fait-là, je l'accepte ou pas. Ce qui fait que ma zone personnelle, mon aura, ma bulle, je la gère de mieux en mieux, pas de moins en moins bien. Voilà. Tout en étant de plus en plus sensible. Alors c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est parce que non seulement il faut ressentir, mais il faut agir. Si on ne fait que ressentir, ben effectivement, on prend tout dans la figure, c'est pas forcément très vivable à long terme. Mais si, au fur et à mesure, on développe d'une part la sensibilité
Mais en même temps, les capacités d'action, eh bien, il y a quelque chose qui s'équilibre et on a un rapport de plus en plus sain avec l'autre. Je suis pas gourou. Je ne souhaite pas et je ne sais pas guider l'autre, même si c'est un élève d'un cours de magnétisme, je ne sais pas guider l'autre vers une forme de spiritualité ou une autre. Je respecte infiniment toutes les formes de spiritualité, un tant soit peu saines. Chacun se fait son système et il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas là pour guider les autres sur une voie spirituelle. Je suis là pour enseigner quelque chose qui se pratique depuis toujours et on peut appeler ça imposition des mains, on peut appeler ça magnétisme, on peut appeler ça comme on veut. J'ai beaucoup de respect pour d'autres formules telles que le Reiki ou d'autres approches. Tout ça parle de la même chose, quoi qu'on en dise, parce que de temps en temps j'entends des formulations comme le Reiki, on est connecté à l'énergie cosmique, les magnétiseurs, non. Si j'étais pas connecté à l'énergie cosmique, je serais mort depuis longtemps, je vous garantis. Hein. Donc tout ça c'est la même chose. Dans le monde occidental, on a trop perdu le contact avec tout ça. Je suis très heureux de participer depuis quelques dizaines d'années à une résurgence de tout cela, et je vois qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent d'une manière ou d'une autre, qui s'éveillent à tout ça, et c'est très très bien. Oui, nous avons une réalité énergétique, pas un fantasme, c'est une réalité qui peut être observable de façon très concrète, comme ces histoires de momification d'orange. J'attends toujours qu'on m'explique pourquoi l'orange numéro 1 pourrit et l'orange numéro 2 non. Si c'est pas de l'énergie qui agit dessus, qu'est-ce que c'est, hein? Bon. Puis bon, il y a plein d'expériences qui sont connues maintenant, comme les petits flacons de riz avec des intentions, je ne sais plus le nom exact de cette expérience, hein, avec les mauvaises intentions qui font pourrir le riz plus vite, les bonnes intentions qui font pourrir le riz moins vite, et ça a été répété, c'est absolument incontestable, ou encore les cristallisations sensibles, hein, avec, je crois que ça c'est Monsieur Emoto, c'est tout à fait bluffant, ça mériterait d'être étudié en sciences. Mais voilà, bon, on n'en est pas encore là. Ça commence à venir, il y a des scientifiques qui commencent à sérieusement s'intéresser à tout ça. Si on avait besoin d'avoir une foi absolue pour magnétiser, les débutants n'y arriveraient pas. Ils n'auraient aucun résultat. Et c'est pas du tout ce qu'on observe, que ce soit sur des oranges ou sur des proches, etc. Je vois bien ce qui se passe dans des retours de stage de gens qui viennent de faire une journée de stage chez moi, qui n'ont jamais fait ça, et qui rentrent chez eux. J'entends régulièrement, et j'ai des messages, des retours des gens, quelques jours plus tard, qui me disent « Ah, c'est incroyable, Frédéric, j'ai essayé sur alors le chien, le mari, etc. J'ai eu un résultat énorme. » Voilà. Donc, non, on ne peut pas dire que ces gens-là avaient une foi totale pendant qu'ils ont fait. C'est le contraire, ils étaient dans le doute absolu, de se dire « Bon, je vais essayer, mais je suis débutant, on verra bien, mais j'y crois pas. » Et ils ont des résultats. Donc non, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne intention. Évidemment qu'il ne faut pas détester la personne pendant toute la séance, en pensant du mal d'elle et en disant des gros mots dans sa tête. Non, bien évidemment. Hein. Là, on ferait plutôt de la sorcellerie. Mais c'est tout, c'est l'intention. Les Chinois en parlent très bien. Je fais souvent référence aux Chinois parce qu'ils ont conservé beaucoup de choses que nous, on a un petit peu étouffé avec le rouleau compresseur romain qui est arrivé en Gaule. On pourra en reparler de ça. Mais en Asie, ça s'est conservé beaucoup mieux. Alors en Chine, modérément malgré tout, parce qu'il y a le rouleau compresseur communiste qui a quand même fait bien son boulot. Mais c'est pas pareil. Il y a eu un maintien d'un certain nombre de connaissances. Et les Chinois disent bien que c'est l'intention qui mène ce qu'ils appellent le qi. Ils disent que c'est le yi qui mène le qi. L'énergie, ce qu'on appelle nous énergie, va où la pensée va. On parlait de momifier une orange en mettant les mains. Il suffit que l'orange soit chez un ami dans un appartement à l'autre bout du bled et que cette personne ait pris une photo de l'orange et simplement en regardant la photo de chez vous et en manifestant une bonne intention vis-à-vis de cette orange, vous allez momifier l'orange à X kilomètres. C'est vraiment l'intention qui dirige l'énergie. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas assez attention à nos pensées d'ailleurs.
Parce qu'on a tous... alors je ne suis pas parfait, j'en ai aussi, hein, mais je fais attention. Toutes nos pensées sont actives, sans exception. Pas seulement quand on se dit « je vais diriger ma pensée pour faire quelque chose ». Il suffit de regarder la télé et qu'il y ait quelqu'un qu'on n'aime pas à la télé, je ne donnerai pas de nom, et on part dans des mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne, on ne se rend pas compte, mais on envoie réellement à ce moment-là de la mauvaise énergie à cette personne, qui va réellement l'atteindre. À chaque fois, c'est systématique. Alors, oui, c'est pas des choses qu'on nous enseigne, on nous enseigne exactement le contraire, on nous dit que tout ça c'est du mythe, que c'est des croyances anciennes, etc. Non, c'est pas des croyances anciennes, c'est une réalité. Et c'est une réalité, j'insiste, hein, qui peut être vérifiée par de l'expérimentation. On observe les mêmes résultats sur des gens de toutes sortes. Que les gens croient en quelque chose, croient en rien, croient en magnétisme, n'y croient pas, ou éventuellement même des gens qui ne souhaitaient pas venir et qui sont tirés par la manche par un proche pour venir en consultation. Le mari, typiquement, entraîné par sa femme, ou les enfants qui ne voulaient pas venir, ou l'ado qui ne voulait pas venir. Et on n'observe pas de diminution de résultats avec ces attitudes négatives. Donc non, il n'y a pas besoin de la collaboration de la personne. Contrairement, encore une fois, à ce qui se dit parfois, hein, je comprends bien qu'il y a des gens qui pensent le contraire, c'est pas ce que j'observe. Je suis désolé, c'est pas ce que j'observe. Et pour revenir là-dessus, on peut rapprocher ça du fait qu'à distance, quand on travaille à distance, y compris sur des gens qui ne sont pas au courant, on observe les mêmes résultats et pas un moindre résultat. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir une forte pulsion de je vais m'en sortir pour s'en sortir. Par contre, bien évidemment, si la personne a une forte détermination à s'en sortir, ça aide. Ça aide, c'est certain. Mais on arrive aussi à des très bons résultats sur des gens qui, encore une fois, sont amenés par un proche, n'y croient pas du tout, arrivent complètement sceptiques, quelquefois même goguenards, hein, qui te rigolent à la face, et on obtient les mêmes résultats sur eux. Ils sont d'ailleurs surpris, et ils reconsidèrent de ce fait-là leur position. C'est-à-dire quand on les revoit 15 jours plus tard et qu'il y a eu un résultat majeur, là, l'attitude a changé, ils sont bluffés, quoi. J'entends souvent la remarque comme quoi, à distance, ça doit marcher moins bien. D'une part, c'est pas vrai, on constate pas de résultats moins importants. Les résultats, j'oserais dire thérapeutiques, hein, sont aussi importants, voire même plus importants à distance qu'en direct. Y compris d'ailleurs de temps en temps sur des gens qui ne sont pas au courant. Hein. Alors, en tout respect, hein, moi je ne travaille pas sur des gens comme ça au petit bonheur la chance, mais je vais donner l'exemple d'une personne dans le coma. Une personne dans le coma qui était dans le coma depuis très longtemps et qui, après action par travail à distance, s'est réveillée au bout de quelques jours. Et on ne peut pas suspecter dans ce cas-là des phénomènes d'autosuggestion ou quoi que ce soit, le gars était dans le coma. Donc l'effet placebo est invalidé également, hein, ça peut pas être placebo. L'orange non plus d'ailleurs, c'est pas placebo. Je fais la remarque au passage. Donc ça marche très bien. On ressent aussi énormément de choses à distance, et je sais que mes élèves sont souvent surpris de la précision de ce qu'ils ressentent alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Et la première fois qu'ils se branchent sur des gens à distance, ils ressentent réellement ce que cette personne a. Donc ça marche très très bien. L'énergie n'est pas guidée par les mains, hein, quand on fait une séance en direct, l'énergie est guidée par l'intention. Les mains, en fait, servent surtout à aider la pensée à diriger l'énergie. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de servir de nos mains, on suit facilement par la pensée nos mains, et quand on met les mains comme ça, effectivement, cette intention de faire du bien avec les mains déclenche un mouvement dans l'énergie, et pousse l'énergie vers les mains. Si on faisait la même chose avec les pieds, on obtiendrait exactement le même résultat, mais avec les pieds, c'est vraiment la pensée qui dirige l'énergie. Je crois que le résultat observé qui m'a le plus impressionné, c'était en tout début d'activité professionnelle, donc à ce moment-là j'avais 27 ans, je faisais du magnétisme depuis 10 ans, mais pas professionnellement, et donc j'étais installé, je travaillais en cabinet depuis 1 an ou 2, je crois. Et un jour, je vois arriver dans mon cabinet une dame d'une trentaine d'années,
qui était une dame qui était anormale, entre guillemets, qui n'avait pas de bras, elle n'avait pas de bras du tout. Elle avait les mains ici. Les mains étaient formées, elle est fonctionnelle, mais elle n'avait pas de bras du tout. Le reste du corps était normal à peu près. Et cette femme était venue avec sa première fille, qui était normale, et son mari, qui était normal. Et cette dame me dit, voilà, je suis enceinte de 5 mois et demi, et mon bébé est un peu comme moi. Elle me dit, mon bébé, on n'a rien vu avant aux examens, et là on vient de m'annoncer que le bébé a les bras à 1/3 de la longueur normale, avec pieds beaux et mains bottes, donc déformés, aucun doigt à la main gauche, et 3 trous dans le cœur, 2 communications interoreillettes, une communication interventricule. Les médecins lui avaient dit, à juste titre, que le bébé n'était pas viable, et donc il y avait une intervention qui avait été proposée, avant de me connaître. Cette dame me dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Alors moi j'étais débutant professionnel, j'étais vraiment estomaqué par ce qu'elle me demandait, je ne voyais pas bien ce que j'allais pouvoir faire, ça semblait être un problème génétique en plus, parce que la mère était déjà un peu comme ça. Et donc j'ai soigné cette dame gratuitement, pendant plusieurs mois, pendant 3 mois. Et je ne sais pas si c'est mon travail, mais tout est revenu à la normale. Les bras sont revenus à la longueur normale. Les pieds beaux, mains bottes se sont réalignés complètement. J'ai revu la petite fille 6 ans plus tard, elle était parfaitement normale. La main qui n'avait pas de doigts, tous les doigts ont repoussé, sauf le pouce, de façon fonctionnelle, la main normale, mais pas sans pouce. Et à la naissance, il y avait 2 trous dans le cœur qui étaient bouchés, et le 3e trou dans le cœur s'est bouché 15 jours plus tard, ce qui fait que la gamine a un corps normal et fonctionnel, à l'exception d'un pouce qui lui manque à la main gauche. Mais tout le reste est absolument normal. Donc ça, c'était tout à fait impressionnant. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors évidemment, quand on a un esprit à peu près sain, on laisse la place au doute. Donc oui, c'est tout à fait possible, je peux admettre qu'on me dise que c'est pas du tout ce que j'ai fait qui a agi, que c'était peut-être programmé dès le départ. Ça m'étonnerait quand même. Ouais. Les réactions après les séances, c'est assez varié. Par contre, il y a une constante, c'est ce qu'on appelle, nous, la réactivation. Donc la réactivation, comme son nom l'indique, hein, c'est activer de nouveau des sensations existantes. Par exemple, quelqu'un qui a mal aux épaules vient te voir, tu fais une séance de magnétisme, et en général, dans les 24 heures, il y a un fort réveil des douleurs aux épaules. Alors c'est très momentané, ça va durer par exemple 1 heure, 1 heure et demie, mais ça peut être assez fort. C'est toujours bon signe, c'est le signe qu'on a provoqué un travail de l'organisme qui va dans le bon sens, et inversement, après la réactivation, les gens ont beaucoup de mieux. Donc effectivement, il y a cette notion de réactivation. La réactivation, c'est aussi très fréquemment des réactions d'élimination, avec tout ce qu'on appelle les émonctoires qui travaillent, donc le corps se nettoie après une séance de magnétisme, avec effectivement des transpirations, des évacuations de toutes sortes, quelquefois très spectaculaires. Donc ça nettoie, ça travaille, le corps se remet à bosser, travaille, y compris sur des choses anciennes qui ne faisaient plus mal. Par exemple, on a eu une fracture il y a 15 ans, on n'en souffre plus depuis 14 ans, on n'a pas de douleur, rien du tout, on va voir le magnétiseur, et dans les 24 heures qui suivent, ah, c'est bizarre, on a un réveil de douleur de cette fracture qui faisait plus mal depuis très longtemps. Alors pourquoi? C'est la possibilité, certainement, pour le corps de retravailler cette fracture qui a été pourtant ressoudée, consolidée, etc. Et peut-être le corps essaie de faire encore mieux et de retravailler là-dessus. C'est à peu près la même idée que le système immunitaire qui se met en route, par exemple quand on a une grippe, et qui non seulement travaille sur la grippe, mais travaille sur d'autres choses. J'ai vu des cas comme ça de gens qui avaient par exemple des verrues, et qui, à chaque fois qu'ils avaient la grippe, les verrues disparaissaient. Parce que le système immunitaire luttait pas seulement contre le virus de la grippe, mais
mis en route, ce système travaillait sur d'autres choses en même temps. C'est à peu près la même chose qui se passe. Donc est-ce qu'on stimule le système immunitaire? C'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas on provoque des réactions comme ça. Alors par contre, pendant les séances, la totalité des gens se sent détendue, voire très détendue, voire si on ne fait pas attention, moi je n'endors pas les gens, je ne veux pas endormir les gens. Mais oui, effectivement, si on magnétise un peu fort, un peu longtemps, les gens ont tendance à s'endormir. Les enfants, les jeunes enfants, très régulièrement, les parents, quand ils reviennent à la séance d'après, nous disent « Oh, c'est incroyable, quand on est reparti de chez vous, ils ont dormi dans la voiture. » Parce que, bah, effectivement, ça les décontracte, du coup, ils se laissent aller dans la voiture en rentrant. Il y a aussi régulièrement des témoignages de passage à l'acte après les séances sur des décisions qui avaient été prises il y a longtemps, mais les gens n'avançaient pas là-dessus, etc. On leur fait une séance de magnétisme, on leur fait pas de baratin, moi je ne discours pas beaucoup, je fais surtout du magnétisme pur, et les gens me disent régulièrement, à la séance d'après ou celle d'après, qu'ils ont pris ou telle décision, qu'ils ont bougé des choses importantes dans leur vie, et qui vont dans le bon sens. Le magnétisme, ça s'applique très bien à soi-même. Moi, je me magnétise régulièrement. Je dirais même que c'est quotidien, parce que c'est devenu une habitude. Quand on connaît bien son corps et puis qu'il vieillit un petit peu, bien sûr qu'il y a des choses qui sont appréciables et on sent bien la différence quand on va travailler avec une main dessus, gentiment, même en regardant la télé. Il n'y a pas besoin forcément d'une concentration extrême, etc. Le simple fait de vouloir, d'exprimer le souhait d'agir sur quelque chose, ça va se faire, et ça marche très très bien. Alors il y a des limites, déjà on n'est pas objectif face à soi-même, donc quand on a des problèmes sérieux, il ne faut pas rester dans son coin en se disant qu'on va tout régler tout seul, faut être raisonnable. Mais par contre, oui, c'est efficace, contrairement à ce que disent certaines personnes. Ça fait partie des croyances limitantes, moi j'appelle ça les croyances limitantes. Alors on peut en citer quelques-unes, on ne peut pas soigner sa famille par magnétisme, j'entends ça régulièrement. C'est complètement faux, c'est l'inverse de ce que je constate. Bien sûr que si tu magnétises des proches, ça marche très très bien. Par contre, il y a le même problème que vis-à-vis de soi-même, si on n'est pas objectif. On n'a pas envie de trouver des choses graves aux gens, donc on ne doit pas les lire de façon suffisamment neutre, contrairement à des gens qui viennent en consultation. Mais à part ça, bien sûr que ça agit sur les proches. Alors on dit régulièrement aussi, il ne faut pas magnétiser les femmes enceintes, ça risque de les faire avorter. Bon. Non, c'est plutôt le contraire. Moi, j'ai constaté de très bons résultats sur des femmes qui faisaient par exemple des fausses couches à répétition et qui, après magnétisme, ne faisaient plus de fausses couches. Donc non seulement c'est faux, mais c'est carrément le contraire. Il faut sortir un peu des superstitions, il faut expérimenter. Moi, je n'ai jamais constaté qu'on puisse faire du mal à quelqu'un en faisant du magnétisme. Jamais. D'ailleurs, j'aurais arrêté. Si c'était un coup de temps en temps que je faisais du mal aux gens, j'aurais arrêté, j'aurais pas supporté. Mais non, c'est pas le cas. Il faudrait vraiment vouloir faire du mal. Et là c'est autre chose, c'est de la sorcellerie ou je sais pas quoi. Mais non, quand on a une bonne intention et qu'on pose les mains sur quelqu'un, on ne peut pas détraquer cette personne. J'ai jamais observé ça. L'énergie dont on parle est plus fortement concentrée dans certaines formes de vie. Les humains sont bien dotés de cette énergie, il n'y a pas que. Un certain nombre d'animaux en ont largement autant, voire plus. Mais évidemment, il y a d'autres formes de vie où cette énergie vitale est présente également, mais moins. Il y a moins d'énergie en quantité dans une fleur que dans un être humain, mais il y a la même énergie de vie. Une pierre, ça nous semble inanimé, il y a de l'énergie de vie dedans. Il y en a moins, elle est d'une nature un peu différente, mais il y a de l'énergie de vie. Cette énergie de vie est partout, absolument partout. Il n'existe pas de matière sans cette énergie de vie. Matière et énergie, ça plairait à la physique quantique, ce que je vais raconter. Matière et ce qu'on appelle, nous, énergie, c'est indissociable. Il n'y a pas l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Voilà, ça marche ensemble. Donc évidemment, un mur a une énergie. Cette énergie, c'est l'accumulation de tout ce que cette pierre du mur a vécu depuis. Les scientifiques diraient avant on croyait au Big Bang, ils auraient dit depuis le Big Bang, maintenant c'est même remis en question. Mais effectivement,
cette pierre-là n'a pas la même mémoire en elle que cette pierre sur l'autre mur. Donc tout a une mémoire, et évidemment que quand on prend l'exemple d'une maison, suivant les gens qui ont vécu dedans, suivant ce qu'ils ont vécu, et éventuellement sur X générations, parce qu'il y a des maisons très vieilles, tout ça est stocké dans la matière des lieux. Donc ça, on va appeler ça la mémoire des lieux. C'est très important, évidemment, que d'une maison à l'autre, on n'a pas du tout la même vibration. Les lieux, même non construits, hein, quand on prend l'exemple de ce lieu, j'habitais à côté de ça avant, en Picardie, qu'on appelle le chemin des dames. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le chemin des dames, c'est un lieu de guerre abominable, où il y a eu des combats à la baïonnette, au poignard, des trucs affreux pendant je ne sais pas combien de temps. Oui, ça, on se met sur place, on ferme les yeux, on voit les images de ces combats. Donc tout ça joue énormément. Après, il y a encore une autre dimension. Et là, on rentre peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus spirituel, même si ce n'est pas mon attribution première. Moi, je suis un aidant, un soignant. Mais malgré tout, oui, on ne disparaît pas après la mort. L'âme continue d'exister. Cette âme suit son parcours, et ça, c'est un autre sujet. Mais quelquefois, avant de suivre une autre trajectoire, elle reste pendant quelque temps associée à des personnes qu'elle a connues en étant vivante, ou à un lieu où elle a vécu, etc. Et cette présence peut être perturbatrice. Ça dépend de l'énergie, de la vibration de cette personne décédée. Si c'est une personne qui allait bien, en général d'ailleurs elle ne va pas rester très longtemps, elle va monter, entre guillemets, elle va monter assez rapidement, mais si c'est une personne qui n'allait pas trop mal, mais simplement qui était un petit peu dans un petit doute là avant de partir, cette personne ne va pas déranger grand monde. Par contre, si c'était une personne extrêmement nocive, extrêmement mal, qui allait très mal, qui avait une très mauvaise qualité d'énergie, eh bien cette personne a toujours cette mauvaise qualité d'énergie juste après sa mort, et toutes les personnes avec qui elle va rentrer en interaction vont être perturbées fortement par cette interaction. Quand un lieu est perturbé par une présence d'une personne décédée, pas très sympa, il y a différentes choses à faire. Il y a les grands classiques. Moi, j'aime bien faire fumer de l'encens, déjà. Alors, pas n'importe quel encens, pas des petits bâtonnets, ça sent bon, mais ça ne fera pas forcément le boulot. Il faut aller vers un encens, par exemple, qu'on utilise dans les messes d'enterrement catholiques, qui s'appelle l'encens des rois mages. Ça, c'est une bonne formule qui aide réellement ces âmes à s'élever. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les messes d'enterrement catholiques. On a la version en Afrique du Nord du fassour, ce qui est un mélange d'encens, de graines, de feuilles, etc., qui va dans le même sens. C'est des moyens puissants, ça marche bien. Après, il faut voir aussi s'il n'y a pas des attaches fortes pour cette personne décédée qu'on pourrait traiter. Par exemple, c'est affreux comme exemple, mais on a perdu un jeune enfant. Je vois de temps en temps à la télé des reportages sur des gens qui gardent la chambre de l'enfant à l'identique, avec les nounours au même endroit. On ne peut pas faire pire pour inviter cette âme à rester, à ne pas partir. Il faut accepter à un moment donné d'actualiser et puis de défaire cette chambre. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais c'est jamais facile de toute façon. Ça fait partie de la notion de faire son deuil. Quand on refuse de faire son deuil, on invite littéralement la personne décédée à ne pas décoller, à ne pas lâcher prise. Je comprends très bien qu'une personne décédée, on pleure beaucoup, on dit « tu me manques », etc. Bien sûr, mais combien de temps ? Combien de temps, et est-ce qu'on essaie d'aller vers autre chose, ou est-ce qu'on se complaît là-dedans ? Parce que, attention, c'est que plus on va supplier cette personne décédée de rester, de se manifester, etc., plus on lui rend la tâche difficile pour lâcher prise et monter. C'est logique. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas tellement. Je reprends souvent l'exemple de ce qui se faisait au Tibet avant, un petit peu moins depuis l'arrivée des Chinois communistes, où quand il y avait une personne décédée qui mourait, on mettait toutes ses affaires dehors, à l'extérieur de la maison. On fabriquait d'ailleurs à l'occasion de ce décès, spécialement pour ça, un très mauvais alcool de grain, juste pour avoir de l'alcool, qui apparemment était vraiment très mauvais à consommer.
tout le monde buvait ça, faisait la fête, on faisait venir des musiciens, on dansait. Et à la fin de tout ça, tout le monde sortait, et il y avait des prêtres bouddhistes qui étaient autour des affaires, on mettait le feu aux affaires, et les prêtres disaient une prière en disant en particulier voilà, tu vois, la vie continue ici, tout va bien, tu peux t'en aller tranquille. Bah, c'est l'inverse quand on fait le contraire, hein, quand on garde les affaires, qu'on pleure beaucoup, c'est normal encore une fois de pleurer, c'est pas le problème. Mais il faut être cohérent à un moment donné, quand on veut libérer une âme, faut lui montrer un petit peu que oui, qu'elle peut partir. Et c'est toute la difficulté, c'est que dans le chagrin, c'est pas évident. Quand on veut nettoyer un lieu, la première chose à faire, c'est d'enlever ce que je vais appeler moi de l'énergie négative. C'est pas enlever la personne décédée, hein, c'est vraiment travailler sur les énergies du lieu, des objets, etc. On peut effectivement, c'est mon cas, utiliser des méthodes de transfert. Alors moi j'en utilise deux que j'ai apprises avec deux personnes différentes. J'utilise d'une part des œufs, quand c'est sur des personnes physiques, je vais utiliser un œuf que je tiens dans la main et je passe cet œuf sur la personne, à peu près comme s'il s'agissait d'une éponge, et avec une phrase bien précise, qui est une demande de transfert de l'énergie négative de la personne vers l'œuf, et ensuite cet œuf va dans un feu. Et on observe éventuellement d'ailleurs le comportement de l'œuf, parce qu'il change suivant la quantité d'énergie négative qu'il y a dans l'œuf. Plus l'œuf est chargé négativement, et donc plus il y avait d'énergie négative sur la personne, plus l'œuf s'ouvre rapidement dans le feu. Parce qu'un œuf, normalement, ça cuit dans le feu, sans s'ouvrir, hein, ça cuit à l'intérieur, et ça monte en pression parce que ça cuit, et au bout d'un moment, ça explose. Il faut d'ailleurs faire un peu attention, parce que ça explose assez fort. Et plus l'œuf est chargé d'énergie négative, plus il s'ouvre rapidement, au lieu de cuire, il n'a pas le temps de cuire, et à l'extrême, quand il y a vraiment beaucoup d'énergie négative, à peine on a posé l'œuf dans le feu, tout de suite il s'ouvre. En le posant délicatement, hein, comme ça, il n'y a aucun choc, rien du tout, sur un petit tapis de braise. Dès que l'œuf est dans le feu, clac, la coquille se casse, et donc il est cru, et donc ça coule. C'est tout à fait flagrant, et quand on nettoie une personne plusieurs fois, on voit que l'œuf tient de plus en plus longtemps dans le feu. Voilà. Ça, c'est la technique de l'œuf. C'est très très connu un peu partout dans le monde. J'ai vu ça pratiquer aussi bien en Amérique du Sud, en Russie, en Afrique du Nord, en Europe, dans des vieilles formules par exemple, dans Le Petit et le Grand Albert, un ouvrage qu'on qualifie souvent d'ouvrage de sorcellerie, mais en fait, c'est beaucoup plus des vieilles méthodes de pratique. Aujourd'hui, on dirait chamanique, parce qu'en fait, c'est ça le fond commun de toutes ces pratiques-là. C'est du chamanisme. Et l'autre pratique donc, que j'utilise, c'est à peu près la même chose, mais avec du plomb. Des petits morceaux de plomb, je coupe ça dans des bandes de plomb que j'achète en rouleau. Et on pratique de la même façon, en passant le morceau de plomb sur la personne, mais ensuite on ne met pas ça dans le feu, on fait fondre avec un petit chalumeau ou une plaque à gaz, et on verse ensuite le plomb fondu dans un seau qu'on a préparé un petit peu pour faire une espèce d'eau bénite finalement, parce qu'on met du gros sel en forme de croix dans le seau, et on magnétise l'eau dans le seau pour que l'eau du seau soit très positive, et qu'il y ait une réaction entre l'eau positive et l'énergie négative contenue dans le plomb. Et cette réaction fait que le comportement du plomb varie en fonction de la dose, entre guillemets, dose d'énergie négative qui est passée dans le plomb. Normalement, quand il n'y a pas beaucoup d'énergie négative, ça fait comme un métal fondu qu'on verse dans l'eau, c'est-à-dire que ça fait une espèce de goutte allongée, et plus il y a une charge d'énergie négative importante, plus ça explose littéralement dans le seau, et quand il y a vraiment beaucoup d'énergie négative, ça explose tellement bien que ça part en limaille, il n'y a plus un seul morceau au fond du seau, plus gros qu'un grain de riz, c'est complètement explosé. Donc on voit bien la variation, alors qu'on a fait chauffer à chaque fois pareil, c'est la même eau, c'est le même recel, c'est la même température de tout, il n'y a rien d'autre qui varie que la quantité d'énergie négative qui est passée dans le morceau de plomb. C'est très intéressant, franchement très intéressant. Et moi j'ai un regard là-dessus qui est un regard de matheux scienteux. J'aime bien dire ça au milieu de tout ça, parce qu'on pense toujours que ce sont des gens un peu illuminés qui font ce que je fais.
Écoutez, moi j'étais tout sauf illuminé, hein. Moi c'était 19 en maths, 19 en physique en terminale C, inscrit dans une très bonne école d'ingénieurs à Compiègne à l'époque. Et j'ai pas suivi ça, tant mieux, parce que c'était certainement pas ma voie, mais je suis vraiment parti dans tout ça avec un esprit très cartésien, et j'aime bien observer et voir la cohérence de ce que je pratique. Ce que je ne trouve pas cohérent, je ne le poursuis pas, j'arrête. Mais oui, effectivement, tout ce que je raconte là, quand on multiplie les expériences, on se rend compte que ça colle à une certaine réalité, et que les résultats sont constants, cohérents, etc. J'ai constaté un grand changement dans ma vie de magnétiseur à partir du moment où je me suis mis à pratiquer ce que la plupart des gens vont appeler du Qigong, qu'on peut prononcer aussi Qigong. Ça doit faire à peu près 25 ans que je pratique ça, tous les jours. Alors, différentes pratiques, ça s'est mélangé avec des pratiques dites d'arts martiaux internes. J'ai constaté vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que dans ma pratique de magnétisme, je suis beaucoup moins perturbé par les énergies des gens qui me consultent depuis que je fais ce type de choses qu'avant. Ça a consolidé mon aura, mon énergie. Je suis plus étanche. Je ne suis pas coupé des gens, loin de là, mais c'est plus costaud, je suis moins facilement influencé, et ça m'a fait énormément de bien. Et je continue, j'ai une pratique de, qu'est-ce qu'on va dire, une bonne demi-heure minimum par jour, de ces choses-là qui comprennent des respirations, des mouvements typiques comme on voit dans pas mal de pratiques de Qigong, mais je pratique également avec un bâton de à peu près 1,50 m. Je pratique des choses qui sont, je vais donner les noms, hein, c'est les 3 arts martiaux internes bien connus. Il y a le Tai Chi Chuan, il y a le Xing Yi Chuan, qui est un petit peu l'ancêtre chinois du karaté japonais, et puis je pratique Pa Kua Chuan, qui est la chose pratiquée typiquement par les moines taoïstes du mont Wudang, les gens habillés tout en noir, qu'on voit souvent tourner en rond, avec les bras comme ça, hein, voilà, pour situer un petit peu les choses. Alors je fais ça tous les jours, et ça m'a permis de modifier mon corps physique, qui était un corps d'intellectuel un petit peu faiblard, et à 63 ans, je m'en sors pas trop mal, je suis bien content. Je conseille vivement. J'ai eu la surprise, parce que c'était vraiment une surprise, je ne m'y attendais pas, je ne le cherchais pas, mais j'ai eu la surprise d'un certain nombre de sensations qui se sont développées par ma pratique du magnétisme, et souvent pendant les séances de magnétisme. Et à ma grande surprise, souvent. Des choses que je ne m'attendais pas à ressentir. Alors au début, on se dit, c'est mon imagination, ou est-ce que c'est vraiment réel? Puis quand ça se reproduit, on finit par accepter, puis on finit par accueillir les sensations un petit peu mieux. Je n'ai pas été une personne ayant des messages de médiumnité dans mon enfance ou même dans mon adolescence. Je n'ai pas souvenir de la grand-mère qui m'a parlé, non. Et ça a commencé en fait dans des séances de magnétisme sur des gens, et pas spécialement des proches, des gens que je soignais. Je me souviens très bien d'une des toutes premières fois où c'était vraiment très surprenant, parce que j'étais en train de magnétiser quelqu'un, et j'avais les yeux fermés pour mieux me concentrer. Et les yeux fermés, j'ai vraiment d'un seul coup eu l'impression d'avoir le visage d'une dame, une vieille dame, mais vraiment ici, tout près, comme si elle me regardait de très très près. Alors j'ai même ouvert les yeux, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai refermé les yeux, et je voyais toujours ce visage. C'était une des toutes premières fois, c'était peut-être il y a, je sais pas, 15-20 ans, un truc comme ça. Et depuis ce temps-là, en fait, je me suis rendu compte que ça venait de plus en plus fréquemment, que les perceptions étaient de plus en plus précises, et au jour d'aujourd'hui, oui, régulièrement, je vois quelqu'un, éventuellement qui me dit quelque chose, ça m'est encore arrivé récemment, et quand je décris les personnes aux gens, ils me disent « Ah oui, ça c'est telle personne », etc. Donc, c'est une remarque importante, c'est de bien savoir que quand on mobilise l'énergie en soi, quel que soit le moyen, hein, que ce soit par les fameux arts martiaux internes chinois, que ce soit du yoga, que ce soit
de la méditation, du magnétisme, quand on déplace l'énergie, quand on la fait circuler, quand on la bouge en soi, on agit fortement sur ces chakras. Et il se passe des choses. Et ça, il y a des sensations qu'on n'avait pas avant qui viennent sainement. Je ne parle pas de choses qui nous déséquilibreraient ou je ne sais pas quoi. Non, non, ça prend sa place et ça se développe très progressivement en prenant une place cohérente et on vit avec. Alors ça a été la télépathie, la télépathie, j'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans, parce que bien avant de m'installer magnétiseur, j'aidais mon père, qui lui était déjà installé, donc on prenait les photos de ses clients, et on se branchait sur chaque photo, et puis on faisait ce qu'on avait à faire. Donc je me suis entraîné à ressentir des choses à distance depuis l'âge de 17 ans. Et bien finalement, oui, je ressens des choses à distance. Quand on me parle, même sans le vouloir, hein, quand on me parle d'une personne, même hors consultation, quand, je sais pas, dans une conversation avec des proches, on évoque la voisine d'un tel, etc. Tout de suite, j'ai un ressenti énorme, énorme. Et honnêtement, quand j'ai commencé dans toutes ces choses à 17 ans, on m'aurait dit qu'un jour je ressentirais tout ça, j'aurais dit n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, je ne l'aurais pas cru. Et ça s'est fait très progressivement, par exemple à l'âge de 24 ans, un truc comme ça, un jour en sortant dans la rue, je me suis mis à voir l'aura des gens. Voilà. Je ne voyais absolument pas ça avant. Je me suis mis à voir sur 20-30 cm autour de la tête des gens, principalement autour de la tête. Je ne voyais pas autour du corps, donc c'était très partiel. Mais je voyais vraiment des couleurs, et je voyais ces couleurs changer en fonction, en fait, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. Ça changeait en fonction des pensées des gens, et dans le même temps, j'entendais littéralement les pensées des gens. Ça a d'ailleurs été terrible. Ça a duré 6 mois, pleinement 6 mois. Ça a diminué ensuite et ça a laissé ce que j'arrivais à supporter. Et pendant 6 mois, mais j'avais l'impression qu'il y avait un haut-parleur autour de la tête des gens qui disait ce qu'ils pensaient. C'était absolument dingue. Alors c'est intéressant. Par contre, à vivre au quotidien, c'est pas forcément facile. Une transparence totale avec l'autre, surtout si l'autre il n'a pas donné son accord. Voilà, c'est presque du viol. On est dans la pensée des gens alors qu'on n'est pas censé y être finalement. Donc c'est pas forcément évident. J'en ai gardé, allez, on va dire 15-20%, et ça suffit largement, franchement. Voilà. Et je vois toujours l'aura des gens, mais je vois les plus belles et les plus moches. Voilà. Je ne vois plus sur tout le monde, en tout cas pas tout le temps. Il y a des moments où ça revient plus. Et je crois d'ailleurs que quand ça revient bien, ça me fait peur maintenant, un petit peu. Pas une peur panique, mais je pense qu'on n'est pas fait, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas tous tout le temps, je pense qu'on n'est pas fait pour voir l'autre dans sa réalité totale tout le temps. L'être humain s'est constitué d'une façon beaucoup plus conventionnelle, c'est-à-dire que le langage exprime ce qu'on veut exprimer, le reste on le garde pour soi. C'est son fort intérieur, comme on dit, tu vois. Bah oui, s'il n'y a plus de fort intérieur et puis que tout le monde peut lire devant toi comme un livre ouvert, c'est plus la même histoire, quoi. C'est plus la même histoire. Donc, bon, c'est bien, c'est une voie sérieuse que j'ai suivie. Si c'était à refaire, je referais la même chose, mais il ne faut pas aller trop vite. Si ça vient très progressivement, ça va. Si c'est déclenché d'un seul coup par toutes sortes d'expériences un peu bizarres éventuellement, c'est pas forcément souhaitable. Il faut y aller vraiment tranquillement. Mais tout ça, je peux attester de la réalité de tout ça, et les changements dans les couleurs des gens, quand ils se mettent en quand ils se mettent en colère, ça devient rouge par exemple, ça fait un peu cliché mais c'est une réalité, ça devient rouge, donc il y a des flambées de rouge. Quand c'est de la colère avec de la haine, c'est encore autre chose, c'est rouge, mais c'est rouge noirâtre, marron, très sombre. Et hélas, je dois dire que ça, je continue à le voir, et que des gens dans cette couleur de haine, rouge foncé, noirâtre, j'en vois hélas de plus en plus. J'en voyais beaucoup moins avant, j'en vois beaucoup plus maintenant. Il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, il y a un paramètre, ça va paraître bizarre, hein, il y a un paramètre éclairage présent dans la pièce.
Et au tout début que j'avais vu les auras, c'était à Paris. Ça avait commencé rue Pigalle, c'était un peu cocasse. C'était rue Pigalle, j'allais voir un ami chez qui on faisait de l'astrologie pendant des heures et des heures, qui habitait rue Pigalle. Et donc je sortais de chez lui ce jour-là, en plein été, il y avait un soleil merveilleux. Et j'étais choqué par le fait de voir ça, alors que je ne voyais pas ça avant. Donc je me suis dit, je vais aller m'asseoir dans le métro, ça va se calmer. Et donc métro Pigalle. Donc je descends dans le métro, je m'assois sur un banc. Et non seulement ça ne s'est pas calmé, mais c'était encore pire, c'est-à-dire que je voyais encore mieux les auras à cause de l'éclairage du métro. Et encore aujourd'hui, quand je vais dans les supermarchés, avec le type d'éclairage qu'il y a dans les supermarchés, j'ai tendance à voir mieux l'aura des gens. Donc c'est un jeu entre notre cerveau, notre organe de vue qui sont les yeux, et une autre perception. La perception de l'aura, ça passe pas par les yeux, mais c'est reçu par la partie cérébrale qui accueille les signaux qui viennent des yeux, c'est-à-dire la zone visuelle primaire, voilà, à l'arrière du cerveau. Et donc, on se sert du même récepteur, mais par contre, on capte quelque chose qui ne vient pas par les yeux. Ce qui fait que la façon dont on va gérer les yeux, par exemple, c'est assez connu, pour bien voir les auras, il faut regarder dans le lointain. Par exemple, si je te regarde, il ne faut pas que j'accommode sur ton visage, il faut que je regarde derrière toi. Et c'est comme ça que je vais plus facilement avoir cette perception. Donc en fait, c'est un jeu avec son cerveau. Et c'est comme ça pour toutes nos sensations subtiles. Le magnétisme des mains, on le sent très bien, à la condition de faire taire le cerveau du haut, qui est là en train de te dire « Oh mais non, si ça se trouve, tu imagines, puis ce n'est pas possible, et mais non, tu ne le mérites pas, ou je sais pas quoi. » Enfin, voilà, ça c'est le cerveau du haut qui va faire du bruit en te disant que « mais non, c'est pas possible ». Si tu arrives à négocier ça avec ton cerveau du haut en l'endormant un petit peu d'une manière ou d'une autre, tu perçois beaucoup mieux toutes sortes de choses subtiles. Quand on parle de voyage astral, on parle justement de cette partie énergétique sur laquelle on travaille par magnétisme, qu'on peut appeler comme on veut, corps énergétique, corps astral, ce qu'on veut, peu importe, mais qui effectivement n'est pas enfermé dans la matière du corps et qui peut voyager, qui effectivement d'ailleurs toutes les nuits fait quelque chose qui est une séparation partielle du corps, on revient le matin, mais c'est bel et bien une séparation du corps. Alors c'était quelque chose qui était très théorique pour moi quand j'étais adolescent, et puis un jour, j'étais dans mon lit en train de m'endormir le soir, et j'avais un lit que j'avais récupéré de ma grand-mère, qui était un lit bateau, donc avec à la tête et aux pieds une planche, quoi, finalement. Bon. Et donc je m'endors, je commence à m'endormir, et j'ai nettement senti, ce jour-là, que je passais à travers la planche qui était à ma tête. Mais j'ai vraiment senti, je traversais la planche, je ne l'avais pas voulu, je n'étais pas en train d'essayer de faire un dédoublement ou un voyage astral, j'étais juste en train de m'endormir. Et j'ai ressenti ça, donc j'étais dans un demi-sommeil, et ça m'a paniqué, et je suis revenu dans mon corps tout de suite, j'étais comme ça m'a fait vraiment très très bizarre. Bon. Ça, c'était ma toute première expérience, donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. J'ai vraiment senti cette planche me traverser, ou moi traverser la planche. Bon. Alors, ma rencontre suivante avec la notion de dédoublement ou de voyage astral, c'est la rencontre avec un monsieur qui s'appelle Eric Gomez, qui est un monsieur qui existe toujours, qui est toujours vivant, qui est professeur de yoga en Belgique. C'est plus qu'un professeur de yoga, c'est un monsieur qui a vraiment dédié sa vie au yoga, qui est depuis toujours dans une vie autour du yoga. C'est un monsieur très bien, et qui nous a appris, quand j'avais 17 ans, à mon père et à moi, une méthode qui permet effectivement de, on va dire, sortir de son corps, non pas pour aller dans la pièce d'à côté, mais pour faire ce qu'on appelle un retour dans les vies antérieures, c'est-à-dire pour accéder à des mémoires profondes, qui sont des mémoires de nos vies passées. Et ça marche très bien, et d'ailleurs je l'enseigne. C'est une méthode qui a très bons résultats sur pas mal de gens pour les débarrasser de problèmes.
Et effectivement, la première partie de cette méthode, ça n'est pas essayer de se souvenir de ceci ou cela, c'est tout simplement quitter son corps, et en le relaxant, c'est de la relaxation profonde. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça ressemble beaucoup à de la sophrologie, effectivement, mais c'est une relaxation tellement profonde que le contact avec le corps est complètement coupé. Et d'ailleurs, à la fin de la séance, quand on arrête tout ça, la plupart des gens ne sentent plus du tout aucune partie de leur corps. Et le mouvement du moindre doigt est pénible, etc. On revient très très péniblement à son corps. Pour moi, la liberté de l'âme par rapport au corps, elle est réelle et totale. Il y a un monsieur qui commence à être très connu, qui étudie ça avec beaucoup d'assiduité, c'est monsieur Charbonnier, le docteur Charbonnier, qui est toujours médecin anesthésiste, et qui avait constaté dans une opération où la personne avait le cerveau arrêté, où la personne était morte pendant l'opération, que cette personne avait pu raconter après tout ce qui s'était dit dans la pièce, y compris ce qu'il y avait sous la table d'opération. Enfin, voilà, et ce médecin était complètement estomaqué par ce truc-là et est parti là-dessus. Bon, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que lui, qui étudient ça. Donc oui, on n'est pas limité à son corps. Non, la conscience n'est pas produite par le corps. Non, la conscience n'est pas produite par le cerveau. Et même avec un cerveau arrêté, avec un électroencéphalogramme plat, la conscience existe toujours. Donc il faut vraiment remettre en question ces croyances, parce que ce n'est pas de la science, c'est de la croyance, c'est de l'affirmation négative sur la notion de conscience. Alors voyage astral, ça implique souvent une notion plutôt cosmique. Il y a des gens qui ont écrit des choses très intéressantes là-dessus. Il y a Anne et Daniel Meroy-Givaudan, qui étaient encore en couple à l'époque, qui avaient écrit leur premier livre, qui est très intéressant. Les suivants, je pense un peu moins, mais le premier est très intéressant. Je crois que ça s'appelle « Récit d'un voyageur de l'astral ». Je conseille vivement cette lecture, qui est très sincère, donc d'un couple qui a expérimenté des sorties de corps. Ça se lit assez bien. Oui, tout ça est une réalité. Moi, j'ai toujours eu un peu peur de la sortie de corps. C'est pas que je le pratique pas, c'est que c'est pas ce qui m'a été donné comme principal sujet d'étude. Bon, on m'a vraiment mis sur la piste de l'aide à mon prochain. Cette pratique de retour dans les vies antérieures, c'est quelque chose qui m'a été présenté avant tout comme un outil, allez, n'ayons pas peur des mots, on va appeler ça un outil thérapeutique. Je donne tout de suite un exemple pour caler les choses. Une dame de 70 ans, que je connais très bien, qui avait eu froid aux jambes toute sa vie. Toute sa vie. Et elle me disait, j'ai froid aux jambes en été, même par canicule, j'ai froid aux jambes, j'ai une sensation de froid dans les jambes. J'ai consulté tout le monde, c'est pas neurologique, c'est pas circulatoire, j'ai été voir plein de médecins, personne ne trouve, et moi j'ai toujours froid aux jambes tout le temps. Et j'ai eu l'idée de lui faire cette technique. Cette dame s'est vue, parce que c'est les gens qui voient eux-mêmes ce qu'ils ont vécu dans leur passé, c'est pas moi qui leur dis, c'est pas de l'induction. Donc cette dame s'est vue dans une autre vie, elle se voyait petite fille, elle était en train de rentrer chez elle le soir dans un pays où il y avait énormément de neige, ça pourrait très bien être la Russie, c'est ce que j'avais pensé à ce moment-là, et elle se fait coincer un peu avant d'arriver dans le village par une troupe de loups, et elle bataille comme elle peut avec des branches, des choses, etc. Et elle finit par se faire bouffer. Tout ça en ayant les jambes jusque-là dans la neige. Bon, cette dame termine la séance, et à 70 ans, elle n'a plus jamais eu froid aux jambes. La sensation a disparu et n'est jamais revenue. C'est ce qu'on appelle une mémoire. Et ce genre de mémoire, on en a tous, on ne s'en rend pas compte, mais ça va nous influencer ceci, cela, nous bloquer ceci, cela, ou au contraire, nous faire focaliser sur quelque chose, et tout le monde va dire « mais pourquoi tu te soucies de ça tout le temps ?» Mais parce que c'est des choses qu'on a réglées dans notre mémoire. Alors c'est un phénomène bien connu à l'échelle d'une vie. Les psys connaissent bien ces phénomènes-là. C'est exactement la même chose, sauf que c'est à l'échelle de X vies. Alors cette hypothèse de la réincarnation, moi intellectuellement, quand j'étais jeune, je me dis « oui, pourquoi pas, bon, etc. » Aujourd'hui, en ayant fait, et avec d'autres gens que je connais, mon père particulièrement, mais d'autres élèves
de mon père, des élèves que j'ai formés. On a utilisé cette méthode sur je ne sais pas combien de centaines de gens, et c'est absolument époustouflant. C'est-à-dire que la cohérence de tout ça est complètement convaincante. Donc au jour d'aujourd'hui, pour moi, la réincarnation n'est pas une hypothèse, mais une certitude. Une certitude. On va appeler ça le cycle de la vie, avec une arrivée progressive de l'âme dans le corps physique, très progressive, et souvent on pense en termes d'enfance, adolescence, bon, puis après on dit ça y est, c'est fait. En réalité, quand tu prends la mesure des résultats sportifs, c'est 30-35 ans, où arrivé pleinement dans ton corps, tu arrives au top des performances, et qui diminue ensuite. Donc en fait, on a une descente de l'âme dans la matière qui est très progressive jusqu'à 30-35 ans, et après 30-35 ans, on repart dans l'autre sens, et on va être de moins en moins présent à la matière. Alors on ne meurt pas tout de suite, hein, mais ça va être de plus en plus dur d'être, comme on dit, bien dans ses pompes, d'avoir de l'énergie bien jusqu'au bout des pieds, et ça, on le constate quand on fait des séances de magnétisme, comme j'ai appris, c'est-à-dire qu'on passe les mains et on sent de la chaleur plus ou moins. Eh bien, sur les personnes qui commencent à être un peu âgées, souvent, il y a un manque d'énergie sur la partie basse du corps. Parce qu'effectivement, il y a déjà un début de ce mouvement vers le haut qui va se traduire à terme par ce qu'on appelle la mort. On va finir par sortir définitivement de ce corps-là, mais ça commence à 30-35 ans. Alors, je ne dis pas qu'on commence à mourir à 30-35 ans, mais quasiment, c'est-à-dire qu'on commence à quitter son corps à 30-35 ans. Alors, ça ne veut rien dire, parce qu'on est toujours dedans et on peut être très bien dans son corps jusqu'à très très tard. Mais, par contre, la présence au corps devient de plus en plus difficile, et donc il faut la motiver, la stimuler. C'est ce que disent toutes les personnes très âgées. Ils disent qu'il faut avoir un but. Si tu n'as pas de but et que tu te laisses aller, bah effectivement, ton énergie, elle commence vraiment à monter vers les chakras du haut. Alors les très vieux qui sont comme ça sont dans leurs pensées, pensent qu'aux personnes décédées qu'ils ont connues, à leur passé, etc. Les choses matérielles les intéressent plus, les chakras du bas fonctionnent de moins en moins bien, la digestion, l'évacuation, la sexualité, on ne parle même pas, tout ça diminue parce que les chakras du bas sont de moins en moins alimentés et que l'énergie commence à remonter. Et on retrouve ce concept-là dans quelque chose qui est très mode, qu'on va appeler Kundalini Yoga, avec la notion de libérer volontairement cette énergie pour volontairement la faire remonter vers les chakras du haut. C'est le même phénomène, c'est exactement la même chose, mais subi. C'est-à-dire que quelque part, en vieillissant, on fait involontairement du Kundalini Yoga. Mais ça se passe pas bien à la fin. Ma vision de la vie, elle est principalement modelée non pas par une religion ou une philosophie, mais par la compréhension à travers toutes les expériences que j'ai fait faire à des gens de cette mémoire de nos vies précédentes, la compréhension de la finalité de ce phénomène. Et la finalité de ce phénomène semble être le développement de la conscience, comme une fleur. C'est-à-dire que c'est quelque chose véritablement qui s'épanouit, qui fleurit, la conscience. Les bouddhistes expriment bien ça à travers le fameux mantra Aum Mani Padme Hung. Ça, c'est prononcé façon tibétaine. Et quand on traduit, ça veut dire grosso modo qu'on exprime le souhait de la floraison du chakra coronal. On dit que le joyau soit dans le lotus. C'est-à-dire qu'en fait, que cette couronne du chakra du haut fleurisse, s'épanouisse et que ça soit lumineux. C'est ça la conscience. Enfin, c'est une manifestation de la conscience dans l'énergétique. L'univers, il veut la conscience. L'univers est conscience et développe la conscience et sa conscience. C'est très bien formulé dans l'ésotérisme juif, où on parle du fait que Dieu a créé le monde pour se regarder dedans. Je trouve ça très très bien exprimé, et pour se connaître, pour se regarder dedans, pour se connaître, c'est-à-dire pour avoir conscience de lui-même. C'est le miroir, la création est le miroir du créateur. Alors ça peut paraître un peu barré, mais ça rejoint les découvertes les plus récentes de la physique quantique.
avec la notion de non-existence finalement des phénomènes, et avec le centrage de tout ça sur la conscience, avec la fameuse expérience où on voit la réalité, entre guillemets, modifiée par l'observateur. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Voilà, la conscience est au centre des choses. Nous sommes dans une espèce de fabrique à conscience, et la réincarnation amène plus de conscience. À chaque vie, on progresse, pas forcément énormément, ça dépend des vies, mais on progresse, et notre conscience s'affine, se perfectionne, s'embellit, et il y a quelque chose de très beau et de très lumineux et plein d'amour qui se développe à travers tout ça. Voilà ce que je perçois de la vie à mon tout petit niveau, et je cherche toujours, je suis un chercheur. C'est le mot que je préfère pour me définir. Je suis un chercheur, pas quelqu'un qui a trouvé et qui a tout compris. Voilà. Le plus difficile pour commencer à étudier le magnétisme, c'est de passer à l'acte. C'est-à-dire, à un moment donné, de se donner les moyens de constater qu'effectivement, il se passe quelque chose quand on fait quelque chose. Et si on n'essaye même pas, bah effectivement, on va rester dans cette expectative-là toute sa vie, éventuellement, puis on n'aura pas essayé. Alors c'est pour ça que je conseille toujours aux gens de faire des trucs très très bêtes, pas très valorisants, comme momifier une orange, momifier un bout de viande, ou faire une expérience avec 2 rangs de Smith-Rady, où on magnétise le rang de droite et pas le rang de gauche. Des choses concrètes, vous voyez, c'est-à-dire une approche quasiment scientifique d'expérimentation. Parce que c'est ça qui vous fera progresser. Le principal obstacle pour aller vers l'énergétique, c'est ce cerveau intellectuel, ce cerveau du haut, le cortex cérébral supérieur, qui est vraiment la fierté de l'être humain, mais qui en fait nous bloque tout ce qui est lié au cerveau du bas. Ce que j'appelle le cerveau du bas, c'est sous le cortex, c'est la partie vraiment animale, celle qu'on a vraiment en commun avec les autres mammifères. C'est elle qui sent l'énergie, c'est elle qui capte les choses, c'est elle qui voit les auras. C'est pas le cerveau du haut qui voit les auras. Le cerveau du haut, il analyse le fait que tu vois les auras. Tu vois une couleur, mais est-ce que vraiment c'est une couleur? Est-ce que tu es sûr? Peut-être que tu hallucines. C'est ça qui fait le cerveau du haut. Donc il fait du bruit. Et si tu le laisses faire du bruit, bah, tu ne progresses pas tu récupères pas tes sensations liées au cerveau du bas. En fait, l'être humain, de mon point de vue, est un animal qui a renoncé à ses perceptions animales. Alors, il y a un côté normal et sain, parce que le fait qu'on saute pas dessus les uns les autres comme des brutes, c'est parce qu'on a dépassé un peu le stade animal, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Donc c'est pas mal, mais d'un autre côté, on a été un peu loin, et particulièrement en Occident, on a été un peu loin et on a, à un moment donné, nié toute une partie animale, sensitive, et qu'il faut pas nier, il faut vivre avec. Si on vit sans, on n'a pas une bonne vie. L'exemple typique, c'est quand tu rencontres quelqu'un et que ton cerveau animal te met en garde. Et je pense particulièrement au signal que ça peut envoyer à certaines dames. Quand tu rencontres un homme, quelquefois, ton cerveau animal, il dit « attention ». Bon, voilà. Et instantanément, ton cerveau du haut te dit « oh mais non, il ne faut pas avoir d'a priori, tu ne le connais même pas ». Et donc, hop, ces sensations-là sont poussées sur le côté. Et ben c'est un tort, parce que ton cerveau, il t'a réellement averti de quelque chose qui est réel, et tu as besoin de ces sensations-là. Alors bon, là c'est pour un signal de danger, ça peut être pour plein d'autres choses. Les sensations qu'on ressent dans les mains quand on fait une exploration du corps énergétique d'une personne, c'est le cerveau du bas, c'est pas le cerveau du haut. Donc si tu laisses ce cerveau du haut faire trop de bruit, t'es pas suffisamment dans la sensation des mains et tu vas perdre du temps. Donc il faut jouer avec ce cerveau du haut d'une manière ou d'une autre. C'est là où il y a des pratiques comme la méditation qui peuvent aider, parce que la méditation, c'est pour une bonne part, même si c'est pas que ça, c'est pour une bonne part déjà arrêter de faire du bruit avec son cerveau du haut. C'est de s'asseoir, attendre, respirer, et naturellement le cerveau, et ça a d'ailleurs été étudié en sciences,
change de fonctionnement, les signaux ne sont plus les mêmes, on fait beaucoup plus d'ondes alpha, etc., etc. Alors ensuite, quel conseil je peux donner? Une fois qu'on a constaté qu'effectivement on peut faire des choses avec ses mains, là, faire du bien aux gens, il faut oser le proposer. Et c'est pas facile dans notre société parce qu'on est assez facilement jugé, il peut même y avoir des situations où on se met en problème, en danger éventuellement, de se faire mal considérer par une partie de la famille ou par les collègues de bureau. Donc on ne peut pas non plus crier ça sur les toits, mais il faut oser proposer. Proposer, non pas une guérison, il ne faut pas promettre des guérisons. Il faut dire, est-ce que tu veux que je fasse une séance de magnétisme? Ça va sûrement te faire du bien. Et en tout cas, ça ne te fera pas de mal. Voilà. Et à force de passer à l'acte, on ose plus facilement le faire, et là on progresse. Parce que la partie théorique, suivre des formations, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut vraiment la pratique. Cette pratique, on peut avoir une partie sans partenaire, parce qu'on peut par exemple tous les jours un petit peu mettre les mains comme ça, se dire, bon alors, qu'est-ce que je sens entre mes mains aujourd'hui? Parce que ça varie un peu suivant les jours, hein. Et puis petit à petit, cette sensation, alors quelle sensation? On va sentir un peu de chaleur, on va sentir une espèce de chant, d'aimantation. Si c'est fort, on va éventuellement même sentir une espèce de matière, comme si on avait une espèce de boule très molle entre les mains. Plus on va pratiquer cette sensation, plus elle va être nette. Et on progresse assez rapidement. En quelques mois, si on fait ça tous les jours, ça devient vraiment très 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 précis. Donc il faut mettre ça dans sa vie de tous les jours, exactement comme si on veut faire du tai chi, il ne faut pas en faire une fois par semaine pendant 1 heure, il faut en faire un peu tous les jours, même si on n'a pas beaucoup de temps, et là on progresse. Donc il faut que ça soit du quotidien. Le magnétisme, c'est quelque chose qui doit reposer sur la réalité d'une sensation. Ça ne doit pas être uniquement de l'intellectuel, hein, même si c'est efficace sur le plan thérapeutique, peut-être qu'on a des bons résultats, mais si on veut vraiment se l'approprier, il faut sentir ce magnétisme. Alors normalement, tout le monde sent ça dans ses mains, encore une fois, plus ou moins suivant les jours, mais si on ne le sent pas du tout, jamais entre ses mains, si on ne sent jamais de chaleur, en particulier entre ses mains, c'est qu'on est trop chargé d'énergie négative, et dans ce cas-là, il faut enlever cette énergie négative, et la sensation dans les mains revient. Donc ça, il faut le savoir. Il y a des gens, effectivement, qui ne sentent pas ça entre leurs mains, c'est qu'ils sont très chargés d'énergie négative, et ça se nettoie. J'ai commencé à donner des cours de magnétisme, non pas dans mon école, mais dans l'école de mon père, en 1989. En 1989, ça faisait 10 ans que je pratiquais le magnétisme et que j'étudiais la théorie du magnétisme, donc j'étais prêt. J'ai commencé avec un groupe de personnes, une dizaine de personnes sur Paris, et donc je donne des cours depuis ce moment-là. Mon père est décédé il y a une dizaine d'années, je continue absolument la même méthode, j'ai pratiquement rien changé. Il avait fait une très bonne synthèse de tout ce qu'il avait appris sur Paris à l'époque. Il était vraiment tombé sur des gens très très bien. J'ai un petit peu évolué à travers mon étude de la médecine chinoise et de l'énergétique chinoise, où j'ai d'ailleurs rencontré mon épouse dans une école de médecine chinoise. Il y a 6 journées de stage où je transmets exactement les outils que j'utilise en consultation, rien de plus, rien de moins. C'est vraiment ce que je fais pendant les consultations. Il y a un stage numéro 1, où on se concentre sur ce qu'on fait avec les mains en direct, quand on a les gens sous les mains, qu'est-ce qu'on sent, comment on peut augmenter la sensation de passer de l'énergie, et comment on peut tester. Il y a un stage numéro 2, où on voit ce qu'on fait avec de l'énergie négative, différentes sortes d'énergie négative. Par exemple, la personne qui est perturbée par l'énergie négative d'une personne décédée, très négative, la personne qui est perturbée par un environnement très négatif, par exemple une maison très chargée négativement. Il y a les perturbations qui viennent par la pensée négative, volontaire, involontaire, la sorcellerie, qui est une forme de pensée négative volontaire, où on va envoyer de l'énergie négative volontairement. Donc comment traiter cela, comment nettoyer tout cela? Donc un peu la notion d'exorcisme, quelque part, sans le côté religieux. Il y a un stage numéro 3 où on apprend à faire la même chose à distance, où on se branche sur des personnes qui ne sont pas là, en particulier avec une technique très simple où on imagine que la personne est sur une chaise devant nous, et on va s'asseoir sur la même chaise, un petit peu comme si on s'asseyait sur les genoux de la personne, et on se mélange à cette personne, et on ressent
très très nettement, aussi bien des sensations, comment dire, d'humeur ou des sensations physiques, c'est tout à fait intéressant, et on va pouvoir agir beaucoup plus efficacement dans la mesure où on est très connecté à cette personne. Un stage numéro 4 où on étudie surtout le côté chakra et glandes endocrines qui sont très associées au chakra, et ça je m'en sers très très régulièrement. Stage numéro 5 où c'est mon côté un petit peu rebouteux, où on étudie des méthodes très gentilles, hein, pas, j'ai rien de violent, il n'y a pas de crac-crac, il n'y a rien de violent là-dedans, mais où effectivement on remet un petit peu des vertèbres en place, où on fait du massage vertébral, on remet des articulations en place un petit peu. Un stage numéro 6, enfin, où j'enseigne la fameuse méthode dont je parlais tout à l'heure, de retour, ce que j'appelle des retours dans les vies antérieures. Il y a des gens qui parlent de régression, j'aime pas trop le mot régression, mais bon, pour moi c'est exactement la même chose, avec des résultats absolument bluffants, et la plupart du temps en une séance. C'est un outil absolument merveilleux. Voilà. Alors quel est le but? Le but c'est de transmettre ce que les gens veulent que je leur transmette. Moi je n'oblige pas à participer à la totalité des stages. Il y a des gens qui viennent à un seul stage, il y a des gens qui viennent à 2, 3, ils sont les bienvenus. Il y a des gens qui viennent à un stage par an et qui font les 6 stages sur 6 ans. Et il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le but de former des professionnels. Il y a des gens qui viennent pour se former, pour en faire un métier ou se confirmer dans ce qu'ils font déjà. Mais c'est pas mon but. Tous les amateurs sont bienvenus et je vois régulièrement des personnes, par exemple des personnes très âgées, qui viennent pour soigner leur chien. Voilà. Moi je suis très heureux de voir depuis des années, c'est pas nouveau, hein, toutes ces disciplines énergétiques être étudiées par de plus en plus de gens, en France, en tout cas de ce que j'observe et en Europe. C'est très bien, c'est très bien. C'est récupérer des choses qu'on avait perdues. C'est pas une chose nouvelle, c'est des choses qui faisaient partie de la vie des gens avant et qui ont été, pour tout un tas de raisons, mises de côté, voire réprimées éventuellement à certaines époques, et c'est normal que ça revienne. Ça nous fera simplement rattraper un retard que nous avons sur d'autres parties du monde, où ça n'a pas été oublié à ce point-là, où ça n'a pas été réprimé à ce point-là, et donc c'est très très bien. Alors évidemment qu'il y a toute une problématique d'exercice illégal de la médecine, de tout un tas de choses, de dérives sectaires, de tout un tas de phénomènes à observer et à réguler, et ça c'est le rôle des gouvernements. Mais les gens ont visiblement besoin et envie d'aller vers tout ça, il y a une très très forte demande, pour tout un tas de raisons. Et vraiment, je m'en réjouis et je pense que c'est que le début. La France, d'ailleurs, de ce point de vue-là, n'est pas en avance. Hein. Pas en avance. La France bloque sur un certain nombre de choses, là où d'autres pays en Europe ont évolué depuis un bon moment. On peut prendre l'exemple de l'Angleterre, qui, avant tout le monde peut-être, avait des syndicats de magnétiseurs. Ils appellent ça là-bas des... J'ai un très mauvais accent anglais. On appelle ça des faith healers, donc des guérisseurs par la foi. Alors bon, il y a un côté un peu religieux, mais il y a des syndicats, les syndicats sont reconnus par le gouvernement, les membres du syndicat sont tenus de respecter les règles du syndicat, il y a un petit peu moins de dérives qu'en France actuellement. Donc bien sûr qu'il faut des syndicats, bien sûr qu'il faut du contrôle, il faut du contrôle fait par les membres de la profession et pas par des surveillances externes, il n'y a pas besoin. Si on se met entre magnétiseurs sérieux et qu'on régule ce qui se passe entre nous, on est tout à fait capable de dire qui fait pas bien comme il faut, bien évidemment. De toute façon, il faut avancer parce que moins on voudra accepter que ces pratiques existent, moins on pourra faire le ménage correctement. Et il y a du ménage à faire. Alors, je me réjouis d'un certain côté, mais d'un autre côté, oui, bien sûr qu'il y a des dérives, bien sûr qu'il y a des excès, en tout genre, ça c'est certain. C'est pas seulement de la santé, bien évidemment. Mon père me disait à la fin de sa vie, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit une chose terrible, il m'a dit « Tu sais, ce n'est pas de magnétisme que les gens ont besoin, ils ont besoin de spiritualité. » Je m'étais dit « Pourquoi il dit ça ?» Depuis 10 ans, j'ai bien réfléchi à ce qu'il m'a dit. Oui, il y a quelque chose comme ça, et le problème c'est que actuellement, on voit s'installer tout un tas de gourous et de gouroutesses
qui en réalité fournissent pas de la santé aux gens, leur fournissent des pseudo-spiritualités en tout genre, et avec évidemment des possibilités de dérive plus ou moins importantes. Donc je me réjouis pas de la nécessité d'avoir de la lutte anti-secte sévère, parce que quelquefois c'est aussi excessif, mais d'un autre côté, bien sûr qu'il faut. Bien sûr qu'il faut. Il y a des gens qui sont clairement victimes de gens pas honnêtes, bien sûr. Et c'est, de mon point de vue de personne honnête, parce que je prétends être une personne honnête, bien sûr que je me désole du fait qu'on ne fasse pas le ménage. Plus il y aura de gens honnêtes dans ma profession, plus je serai personnellement considéré par la société comme quelqu'un de acceptable. Et inversement, plus il y aura de gens malhonnêtes, plus on me soupçonnera, moi, d'être un malhonnête parmi d'autres. Donc j'ai intérêt à ce qu'il y ait de moins en moins de personnes malhonnêtes. Donc je souhaite vraiment qu'un jour on avance sur le sujet. C'est un sujet politique, mais c'est pas que politique, parce qu'il y a en France l'interdiction d'exercer toute profession de santé si on n'est pas médecin, point final. Et donc c'est une porte totalement fermée, et il y a un juste milieu à trouver, comme d'autres pays l'ont fait. Je n'ai pas comme intérêt que le magnétisme dans ma vie, et j'ai en particulier étudié comme un fou furieux l'astrologie de 17 à 27 ans, quasiment jour et nuit. Ce que ça m'a apporté, à part tout ce que ça peut permettre de comprendre en soi et en étudiant les autres, c'est la notion de cycle à travers les ères zodiacales. Ce qu'on appelle les ères zodiacales, donc c'est des périodes de 2160 ans à peu près. Il y en a 12, donc ça fait 25 920 ans pour un tour complet, qui sont déterminés par ce qu'on appelle la nutation de l'axe de la planète Terre. Donc en fait, ça fait un mouvement de toupie comme ça, et ça fait un tour comme ça en 25 920 ans. Et donc on a divisé ça en 12, et ça correspond aux 12 signes astrologiques, et on dit chaque 12e fait une ère zodiacale avec un aspect très très fort du signe concerné sur tout ce qui se passe sur la planète, et en particulier au niveau des civilisations. Donc on serait actuellement à la fin de l'ère des poissons, qui a duré donc 2160 ans. On est peut-être déjà vraiment à la fin, où il y en a peut-être encore un tout petit morceau à faire. Ça, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais en tout cas, on est en train de terminer. Et l'ère suivante, c'est l'ère du Verseau, qui est avant le signe du Poisson, mais parce que la nutation, c'est en sens inverse. Bon, bref. L'ère du Verseau, voilà. Tout le monde en parle, tout le monde a ses idées là-dessus. Effectivement, ce que je constate, c'est qu'il y a un fort mouvement dans la société humaine actuellement vers des choses qui sont très très Verseau. Très très Verseau. Donc je constate que, je ne sais pas si on est enclenché dans l'ère du Verseau, et ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a une transition entre les deux, qu'on appelle quelquefois même un chaos, et ça c'est très évocateur de ce qui se passe actuellement, qui ressemble bien à du chaos, où on n'est plus dans les trucs du Poisson, on n'est pas encore dans les trucs du Verseau, et on est en train de faire ce qu'on peut pour passer de l'un à l'autre. Un petit peu comme l'adolescence, vous savez, où on n'est pas encore un grand, on n'est plus un enfant, et c'est un beau chaos aussi. Bon. Et c'est mouvementé, hein. Et ben voilà, on est là-dedans. Alors l'ère du Verseau, bon, on peut reprendre toute la symbolique du Verseau. Moi je dirais 2-3 petites choses. Beaucoup plus d'individualisme, bon et mauvais côté de la chose d'ailleurs. Donc beaucoup plus de liberté de l'individu face aux différents systèmes. Ce qui était très très net dans l'ère des Poissons, c'était la mainmise, le contrôle, en particulier des religions, sur les individus. Ça, c'est clairement en train de passer à grande vitesse, différemment suivant les religions, mais enfin globalement, les gens s'émancipent beaucoup. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Moi, je ne juge pas, mais je le constate. Donc plus d'individualisme, ce qui peut aller aussi vers plus d'égoïsme, ça c'est le mauvais côté, vers plus de difficultés à faire des choses en groupe, hein, c'est-à-dire que les gens, c'est vraiment plus chacun pour soi maintenant. Mais d'un autre côté, c'est plus de liberté individuelle, plus d'autonomie. Il y a de très très bonnes choses. Les structures de contrôle de la société, les chefs dans la société, donc les gens qui dirigent, et en particulier en politique, c'est en train de se diluer.
les gens, à travers en particulier l'informatique c'est très très verso, auront de moins en moins besoin de relais pour porter leurs paroles dans les instances de décision. Et il y aura certainement d'ailleurs de moins en moins d'instances de décision au niveau national, avec de plus en plus de choses qui seront décidées de façon locale. Il y a eu un très très bon exemple en Belgique pendant quelques temps où il n'y avait pas de gouvernement du tout, et où, ma foi, ça tournait pas si mal que ça. Bref, ça c'est de la politique. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui changent. Les systèmes financiers vont évoluer énormément, ils sont en train. On va parler de crypto-monnaie par exemple, de blockchain, de désintermédiarisation, avec des systèmes, les taxis qui passent à Uber, enfin plein de choses, les réservations d'hôtels qui passent à des... L'informatique est en train de transformer tout, et c'est que le tout début, ça va durer 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Parce que en astrologie, on dit que sur une ère zodiacale, il y a la première moitié, donc 1000 et quelques années, où les valeurs de ce signe se développent, jusqu'à éventuellement des excès d'ailleurs, et puis sur la deuxième partie, sur la deuxième moitié, donc encore 1000 ans à peu près, ben, les synthèses sont faites de ça, les excès sont constatés, et puis on commence à critiquer des choses, etc. Il y a des choses qui se terminent, et puis après, ben, on passe dans le signe d'après. Après, ça sera Capricorne, dans 2000 ans. Voilà. Donc la société est en pleine transformation, la société humaine est en pleine transformation, et c'est que le début, on est vraiment au tout début des choses, avec oui, toutes sortes d'émancipations, même les mouvements hippies, c'était les toutes premières choses très très verso. L'être humain a besoin d'autre chose, je crois qu'il en a assez d'être gouverné par des élus, des gens puissants, des autorités, ceci, cela. Je crois qu'on a besoin de trouver autre chose, d'autres formules. C'est en train de se faire.